la montagne, une passion de jeunesse. La première fois que la montagne a vraiment rempli tout mon horizon, c'était à Chamonix. Pas sur une carte postale, pas derrière la vitre d'un train, mais là, debout devant moi, comme un mur de lumière et de glace. Les sommets semblaient si proches que l'on aurait presque pu tendre la main pour en toucher les arêtes. Pourtant, chaque mètre de roche, de neige et de vide rappelait que rien, ici, ne se laissait conquérir sans respect. Chamonix, pour beaucoup, c'est une image de carte de vacances. Pour moi, c'est devenu un souvenir de jeunesse, une école de patience, de peur et d'émerveillement, une saison de vie où la montagne n'était pas seulement un décor, mais une passion brûlante, exigeante, presque jalouse. Le rocher des Gaillans, l'école. Tout a vraiment commencé au rocher des Gaillans. Ce n'était pas encore la haute altitude, ni les grands glaciers, mais déjà un terrain de jeu sérieux, un livre de pierre sur lequel s'écrivait l'alpinisme. Les parois se dressaient au-dessus du petit lac, striées de fissures, de prises minuscules, d'anciennes lignes de pitons. À leurs pieds, des silhouettes en baudrier, casques colorés, mousquetons qui tintent, cordes enroulées à la taille comme des serpents dociles. L'école d'alpinisme là-bas avait quelque chose de presque militaire. On y apprenait d'abord l'humilité avant la performance. Comment faire un nœud en 8 les yeux fermés. Comment assurer un compagnon sans jamais lâcher la corde, même d'1 centimètre. Comment se tenir en équilibre sur 3 points d'appui, respirer calmement alors que le vide s'ouvre déjà sous soi. La roche du Gaillan avait cette rugosité rassurante sous les doigts. Au début, les prises semblaient trop petites, les pas trop longs, les dalles trop lisses. Puis, à force d'essais, d'échecs, de petites victoires, on apprenait à lire la paroi comme on lit un texte, ligne après ligne, prise après prise. On commençait à sentir que le corps, bien placé, devenait plus léger, presque soulevé par la roche elle-même. Le moniteur, un homme sec, tanné par le soleil et le vent, ne parlait jamais pour rien. Ses consignes étaient brèves, parfois rudes, mais chaque mot portait un monde d'expérience. Regarde tes pieds, pas le vide. Ne te bats pas contre la paroi, travaille avec elle. La sécurité d'abord, toujours, le sommet n'est qu'un détail. À la fin de ces journées d'apprentissage, les mains brûlaient, les avant-bras tiraient, mais le regard brillait. De là, on levait les yeux vers les aiguilles, vers ces dents de granit qui encadraient le ciel, et une idée germait, têtue, irrésistible. Un jour, monter là-haut. La petite aiguille verte, 3510 mètres de vérité. Ce jour est venu plus vite que prévu. La petite aiguille verte, avec ses 3510 mètres, portait mal son nom. Rien, là-haut, n'avait de petit. Ni le vent qui cinglait les visages, ni les pentes de neige dures, ni les corniches sous lesquelles grondait le vide. L'approche commençait comme tant d'ascensions chamoniardes. Téléphérique, cabine qui s'élève au-dessus de la vallée, monde minéral qui prend peu à peu la place des forêts. Les maisons rapetissaient, les routes se réduisaient à des lignes grises, et très vite, il ne restait plus que la blancheur des névés, le gris sombre du granit, et cette impression de quitter peu à peu le monde des hommes. Au pied de l'itinéraire, le sérieux de la course apparaissait clairement. On s'encordait en silence, gestes précis, presque rituels. Le moniteur ajustait la longueur des cordes, vérifiait chaque baudrier, chaque mousqueton, chaque nœud. Rien n'était laissé au hasard, car en montagne, le hasard a parfois le visage de l'accident. Les premiers pas sur la neige étaient hésitants. La pente, d'abord douce, se redressait rapidement. Les crampons mordaient la croûte glacée avec un bruit régulier, semblable à un chuchotement métallique. Le piolet, planté à chaque pas, devenait une troisième main, un ancrage, un compagnon de route. La respiration trouvait son rythme, plus court, plus profond. Le cœur battait fort sous les couches de vêtements. À mesure que l'altitude augmentait, le paysage s'ouvrait, grandiose. Derrière, la vallée se noyait dans une brume bleuâtre, tandis qu'au loin, d'autres sommets se découpaient, barrières de pics et d'arêtes neigeuses. Sur certaines portions, la pente devenait presque verticale à force de se redresser. Là, chaque pas comptait. Les mollets brûlaient, les cuisses protestaient, mais il fallait continuer, concentré, attentif au moindre mouvement. La cordée avançait ensemble, liée par cette ligne de nylon qui symbolisait tout à la fois la confiance et la responsabilité. Le sommet de la petite aiguille verte n'est pas un vaste plateau confortable.
C'est une arête étroite, une crête délicate où le moindre pas demande de l'équilibre. Là-haut, pourtant, le monde se transforme. Le vent, plus fort, semble emporter avec lui toutes les pensées superflues. Il ne reste que l'instant présent, le bruit du souffle, le crissement des crampons, le regard qui embrasse un horizon sans fin. À 3510 mètres, la fierté se mêlait à l'humilité. Le sommet était atteint, mais la montagne rappelait aussitôt sa loi immuable. Une ascension n'est jamais réussie tant que la descente n'est pas terminée. Et déjà, il fallait se tourner vers le bas, vers cette pente que l'on avait grimpée et qu'il fallait maintenant redescendre avec la même prudence, la même vigilance. La vallée blanche, suivre les traces. Un autre jour, une autre course, mais toujours cette même sensation de quitter le monde ordinaire. La descente de la vallée blanche, depuis l'aiguille du Midi. Tout commence par le vertige du téléphérique qui avale les centaines de mètres de dénivelé en quelques minutes, puis par la sortie sur l'arête, ce fil de neige effilé qui mène au départ de la course. Là-haut, le regard plonge sur des kilomètres de glaciers, de crevasses, de séracs sculptés par le temps. La vallée blanche porte un nom doux, presque sage. Mais sous cette blancheur séduisante, la montagne cache des pièges comme toujours. Le guide insistait, respecter les traces, ne jamais s'en éloigner. Car les traces, en haute montagne, ne sont pas de simples lignes dans la neige. Ce sont des décisions, des choix réfléchis, souvent dictés par l'expérience et parfois par les leçons tragiques du passé. En file indienne, encordée, on avançait lentement, suivant les zigzags dessinés par ceux qui connaissaient le glacier. Par endroits, la neige paraissait parfaitement lisse, immaculée. Pourtant, sous cette surface pouvaient se cacher des crevasses profondes, des vides de glace dans lesquels une chute aurait été terrible. Le silence impressionnait. Seuls résonnaient les pas réguliers, le frottement des cordes, parfois le lointain grondement d'une chute de neige ou de glace sur une paroi voisine. Le soleil, puissant à cette altitude, faisait scintiller la neige comme une infinie poussière de diamants. Parfois, le guide s'arrêtait, montrait du bâton un pont de neige à moitié affaissé, une zone qu'il fallait contourner. On découvrait alors à quel point le glacier était un monde vivant, en mouvement constant, creusé de gouffres insoupçonnés. La vallée blanche n'était pas un simple itinéraire de descente, mais un labyrinthe mouvant qu'il fallait lire et interpréter. Les crevasses, le vide sous la neige. Vint le jour où l'on aborda plus franchement le sujet des crevasses. Ces failles bleutées, parfois à peine visibles, qui s'ouvrent dans la surface du glacier. De loin, elles ressemblent à de simples lignes sombres. De près, elles révèlent des profondeurs inquiétantes, une lumière bleue glaciale qui semble monter du cœur même de la montagne. L'exercice consistait à franchir ces crevasses en toute sécurité, encordées bien sûr, chacun surveillant la tension de la corde, prêt à enrayer une éventuelle chute. Les ponts de neige, vérifiés par le guide, supportaient le passage, mais chaque pas restait un dialogue avec l'inconnu. Il fallait planter le piolet, avancer doucement, tester la résistance de la couche neigeuse. Au-delà du pont, la crevasse s'ouvrait comme une bouche béante, invitation sinistre au vide. Le regard plongeait quelques secondes dans cette verticalité bleutée, puis se reportait aussitôt sur la prochaine trace, le prochain pas. Cet apprentissage enseignait une chose essentielle. En montagne, le danger le plus sérieux n'est pas toujours celui qui se voit. Les crevasses rappelaient que sous la surface trompeusement lisse d'un glacier, le sol se fissure, se déforme, se dérobe. Marcher là-haut, c'était accepter cette part d'invisible et préparer son corps et son esprit à y faire face. Sur la glace du Montanvert, la rigueur des cordées. Le glacier du Montanvers fut une autre étape, un autre chapitre de cette passion de jeunesse. Ici, on ne se contentait plus de marcher sur la neige, on apprenait à vivre sur la glace. Une glace dure, parfois striée de poussière, parfois d'un bleu pur, transparent comme le cristal. Les cordées se formaient au pied du glacier, les crampons fixés solidement aux chaussures, les piolets à la main, les baudriers serrés, chacun trouvait sa place dans la chaîne humaine. La corde, tendue entre les membres de la cordée, imposait un rythme, une discipline. Impossible d'avancer trop vite, impossible de traîner, chaque pas devait respecter la cadence commune. Sur la glace, les crampons n'étaient plus un simple accessoire, mais une prolongation du corps.
On apprenait à les poser franchement, à sentir les douces pointes mordre le verglas, à garder les chevilles fermes et les jambes légèrement écartées pour ne pas crocheter ses propres sangles. Le bruit régulier des pointes sur la glace composait une sorte de musique métallique, hypnotique, presque rassurante. Les exercices se succédaient, remontées de couloirs glacés, traversées en biais, arrêts d'urgence simulés. En cas de chute d'un membre de la cordée, il fallait réagir en une fraction de seconde, planter le piolet, se coucher dans la pente, enfoncer les crampons dans la glace, transformer son corps en encre vivante. Le moniteur répétait « En cordée, ta vie dépend des autres et la leur dépend de toi ». Cette phrase, simple, résonnait longtemps après la fin de la journée. Elle allait bien au-delà de la montagne. Elle parlait de confiance, de solidarité, de responsabilité partagée. Courir sous les séracs. Il y avait aussi ces moments de tension pure, presque brutale, comme lorsqu'il fallait traverser sous des séracs. Ces énormes blocs de glace, perchés au-dessus des pentes, sculptés par le temps, semblaient immobiles. Pourtant, tout le monde savait qu'il pouvait, sans prévenir, se détacher, s'effondrer, dévaler la paroi dans un grondement terrible. Dans ces passages-là, les consignes changeaient. Fini la progression lente et méthodique. Le mot d'ordre était simple, sans appel, courir. On attendait tous ensemble, à l'abri relatif, derrière une bosse de terrain ou un ressaut rocheux. Le guide observait la paroi, scrutait les séracs, évaluait le risque. Puis, quand le moment venait, la consigne tombait. On y va, pas d'arrêt, pas de photo, on traverse vite. Alors, la cordée se lançait. Le souffle se faisait plus court, le cœur battait plus vite. On sentait les crampons accrocher la neige à chaque foulée, le piolet serré dans la main comme si sa simple présence pouvait tout sauver. Le regard ne quittait pas la trajectoire à suivre, tracée mentalement, répétée avant le départ. De l'autre côté, à l'abri, la tension redescendait lentement. On jetait parfois un coup d'œil en arrière, vers ces cathédrales de glace suspendues, en se disant qu'il valait mieux ne pas trop les défier. La montagne n'aime pas la provocation. Elle accepte les passages parfois, mais sans jamais promettre qu'elle les acceptera toujours. Crampons et piolets, prolongement du corps. Au fil des jours, crampons et piolets cessaient d'être de simples outils. Ils devenaient des prolongements naturels du corps. Le piolet, tantôt canne de marche, tantôt ancre de sécurité, tantôt outil de taille dans la glace, accompagnait chaque pas, chaque hésitation, chaque arrêt. Sur une pente de neige raide, on apprenait à tailler de petites marches, régulières, là où la surface était trop dure pour les bottes. Dans la glace vive, le piolet se plantait d'un coup sec, précis, offrant une prise solide pour monter encore de quelques centimètres. Le sentiment d'insécurité se transformait peu à peu en une forme de confiance calme, jamais totale, mais suffisante pour continuer. Les crampons, eux, exigeaient une technique différente. Il fallait oublier l'habitude de marcher en posant le pied sur le talon. En montagne glacée, on avançait comme un félin, appui frontal, poids répartis sur les pointes, chevilles fermes. Une marche un peu raide, un peu robotique, mais infiniment plus sûre. Cette adaptation du corps à l'élément, ce dialogue constant entre l'homme et la matière, glace, neige, roche, formait le cœur même de l'alpinisme. On comprenait peu à peu que la montagne ne se vainc pas. On s'y adapte, on la lie, on la respecte et parfois elle nous tolère sur ses flancs. Une passion de jeunesse toujours vivante. Avec le recul, ces jours à Chamonix, entre le rocher des Gaillans, la petite aiguille verte, la vallée blanche, les glaciers du Montanvert et les séracs menaçants, ressemblent presque à un autre temps. Un temps où chaque matin apportait son lot de sensations nouvelles, de peurs surmontées, de gestes appris, de paysages gravés dans la mémoire. Cette passion de jeunesse pour la montagne a laissé des traces profondes. Elle a appris la patience dans l'effort, le respect du danger, la valeur de la préparation. Elle a donné le goût du silence, celui des grands espaces où l'on entend son propre cœur battre plus fort que le bruit du monde. Aujourd'hui encore, en fermant les yeux, il suffit de penser à Chamonix pour retrouver la sensation du vent froid sur le visage, le crissement des crampons, le poids rassurant du piolet dans la main. Revoir la corde tendue entre les membres de la cordée, symbole fragile et puissant à la fois de la confiance partagée.
revoir la blancheur aveuglante des glaciers, les crevasses bleues, les séracs suspendus, les arêtes effilées se découpant sur un ciel trop bleu pour être vrai. La montagne, une passion de jeunesse? Oui, sans doute, mais certaines passions, même si elles naissent dans la jeunesse, ne s'éteignent jamais vraiment. Elles continuent de vivre dans la mémoire, dans les gestes, dans la manière de regarder le monde. La montagne apprend une chose essentielle, chaque pas compte, sur une arête de neige comme dans la vie. Chaque décision, chaque prudence, chaque audace mesurée construit un chemin parfois fragile mais unique. Et quelque part, là-haut, entre la petite aiguille verte, les glaciers du Montanvert et la vallée blanche, une part de cette jeunesse continue d'avancer, encordée au souvenir, crampon bien ancré, piolet en main, le regard tourné vers la lumière des cimes.